Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cybersphère, proposé par le club cyber de l'AEGE. Pour ce podcast, nous allons rencontrer Cécile Wendling, prospectiviste chez Panoramique, sociologue des risques et des crises, enseignante à Sciences Po Paris. Elle siège également au sein du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. Le club cyber vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Cécile. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter déjà et puis présenter votre métier ? Alors bonjour, je m'appelle Cécile Wendling, j'ai 3 casquettes. La première casquette, c'est que je suis prospectiviste. Donc le travail de la prospective, ça consiste à imaginer le monde d'après, dans 5 ans, 10 ans, tout ce qui peut faire disruption. C'est un travail que j'ai occupé chez Futurible, puis au sein du groupe AXA, où j'ai dirigé la prospective. Et depuis avril dernier, j'ai quitté le groupe AXA et j'ai créé ma propre entreprise qui s'appelle Panoramique. Et donc, je réalise des études de prospective, j'interviens dans des conférences et je fais aussi de la formation à la prospective. J'ai une deuxième casquette, je suis sociologue des risques et des crises. Je suis chercheuse associée au Centre de sociologie des organisations. Donc, c'est un laboratoire qui dépend de Sciences Po Paris et du CNRS. Et on a créé une structure qui s'appelle le Crisis Lab, où je suis au bureau. Et j'enseigne également à Sciences Po Paris. Donc j'ai donné le cours de prospective, un cours sur la gestion de crise, et puis là on m'a demandé depuis septembre d'enseigner les risques non financiers. Enfin j'ai une troisième casquette, c'est que je siège au sein du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. Donc on est une petite dizaine, on remet 2 rapports par an au chef de l'État, qui est aussi le chef des armées, sur la condition des soldats, des militaires, quel que soit leur rang, leur grade. Donc c'est comment ils sont formés, recrutés, payés, comment ça se passe quand ils sont blessés. C'est vraiment l'entièreté de la condition militaire. Et voilà, c'est une mission qui compte beaucoup pour moi parce que je trouve important d'être engagée dans la société. Et donc c'est un de mes engagements actuels. Merci. Eh bien, pour poursuivre toujours sur la prospective, et on reviendra sur l'engagement complet certainement au fur et à mesure. Donc nous, en termes de prospective cyber, face à la multiplication des modes opératoires d'attaque, comment être en mesure d'anticiper les futurs schémas, les futurs modes opératoires, alors que c'est une découverte au jour le jour, comme l'expression Zero Day, la vulnérabilité Zero Day l'exprime parfaitement. Comment faire ? Alors, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, il y a au moins 3 façons d'anticiper les menaces cyber et aussi comment la sécurité cyber pourrait changer. La première façon, c'est de faire ce qu'on appelle de la prévision. Donc, quand on fait de la prévision, c'est en toute chose égale par ailleurs, on s'appuie sur ce qu'on a vécu les derniers mois, les dernières années, et on se dit, est-ce que ça pourrait continuer d'arriver ? Donc si on est dans ce schéma-là, il y a énormément de boîtes qui le font, par exemple Gartner, mais également Cyberproof ou tous les grands providers de cybersécurité. Chaque année, ils sortent une sorte de trendbook d'analyse où ils disent, voilà, si on suit toutes nos prévisions, voilà ce qu'on pense va se passer. Il y a une deuxième façon d'anticiper qui est de faire de la prospective. Donc là, c'est vraiment plus à 5 ans, à 10 ans, de penser des ruptures. Donc par exemple, se dire, je ne sais pas, comment sera le monde de cyber dans un monde quantique ou post-quantique, ou bien des sujets comme ça qui sont extrêmement disruptifs et qui peuvent changer la donne. Et enfin, carrément, on peut faire de la science-fiction. La science-fiction, ça veut dire que ça n'a même plus besoin d'être plausible, comme dans le cas de la prospective, mais on va imaginer des récits, des séries télé, des livres, qui vont complètement changer le cadre actuel. Alors les 3 méthodes sont extrêmement complémentaires parce qu'on a besoin de prévision, de prospective et de science-fiction pour couvrir tout le champ. Si je vais maintenant plus précisément sur la prospective et comment la prospective permet d'anticiper les cyber-risques et puis l'évolution de la cybersécurité, je dirais qu'il y a 3 grands champs à étudier. D'abord, il y a le champ des attaquants. Qui seront-ils ? Donc il faut vraiment étudier qui seront les cybercriminels de demain, comment évoluent les attaques des États, comment évoluent les attaques des activistes, des gens qui peuvent aussi être en interne à une organisation et vouloir la plomber. Il y a un deuxième champ qui est comment évoluent les réponses. Donc là, c'est par exemple, est-ce que l'IA permet de détecter plus vite et de réagir plus vite face à une attaque ? Dans les réponses, il y a aussi, est-ce qu'on aura les bonnes compétences ? Donc est-ce qu'on a assez de formation ? Dans les réponses, il y a aussi, est-ce qu'on a une diplomatie du cyber ? Donc il y a plein d'angles à étudier. Et enfin, il y a une variable que j'appellerais, ou une composante que j'appellerais la composante contexte.
en fonction de si on est dans un contexte de guerre, si on est dans un contexte de récession, d'inflation. En fonction du contexte, vous allez avoir un contexte qui va aussi influencer qui sera attaqué et comment on se défendra. Donc c'est intéressant de se dire qu'il y a tout un travail à faire sur le champ des attaques, le champ de la défense, et puis également le contexte international, global, politique, économique, qui peut en fait contraindre soit l'attaque, soit la défense. Mais donc, c'est très très intéressant. On voit qu'il y a plusieurs champs touchés. Et justement, sur le côté cyber, est-ce que vous avez déjà une idée sur ce qu'on peut attendre du futur du cyber ? Alors, un premier sujet qui me semble important, c'est le fait que les attaques cyber peuvent devenir de plus en plus massives et systémiques. C'est une chose aujourd'hui de hacker une mairie ou de s'en prendre à des particuliers pour les piéger d'une certaine façon, pour leur piquer de l'argent sur leur compte en banque. Et une autre chose, c'est d'avoir une attaque plutôt systémique sur un système de smart grid d'énergie ou bien un système financier plus global. Donc pour moi, une des questions d'avenir, c'est est-ce qu'on peut avoir des attaques cyber d'une ampleur si grave que on touche à la limite de l'assurabilité, ça crée des dommages à la société qui sont énormes. Donc en ça, je ferai le parallèle avec le changement climatique ou avec les pandémies comme le Covid. Est-ce qu'on pourrait avoir un risque cyber qui, dans sa nature, change et devient vraiment systémique, massif? Ça, c'est une première chose qui m'intéresse. Deuxième chose qui m'intéresse en ce moment, c'est plus aussi tout ce qui est guerre cognitive, désinformation. Et donc la limite du cyber et de l'informationnel ou du cognitif et les risques que ça peut faire courir à la démocratie. Donc on a vu qu'en ce moment aux États-Unis, il y a plusieurs affaires pendant les primaires de voix qui appellent au téléphone des gens pour les conseiller de s'abstenir, des choses comme ça. Donc on voit quand même qu'en mélangeant cyber et IA, on peut avoir des déstabilisations assez fortes en fait des populations et de la démocratie. Et enfin, il y a un troisième sujet que je trouve très important, c'est qu'aujourd'hui la cybersécurité, c'est avant tout les grands groupes. Mais en fait, pour moi, la cybersécurité, ça doit être les PME, les TPE, les particuliers. Donc vraiment, être résilient, ça ne veut pas juste dire que les grands groupes sont résilients. C'est comment est-ce qu'on crée une société dans son ensemble qui est résiliente, parce que les grands groupes travaillent avec les petits et que finalement, ils sont aussi sûrs que le maillon le plus faible de toute leur chaîne d'approvisionnement ou de fournisseurs. Voilà, donc ça me semble un sujet aussi très important en ce moment. Vous l'avez dit, le cyber, c'est systémique. D'un point de vue de la planification des crises cyber gérées par l'État, c'est même multisectoriel, reprendre les termes. Mais oui, on est convaincu que la cible molle dans cet effort de planification des risques cyber d'avenir, c'est bien les opérateurs, c'est bien en termes économiques les petites et moyennes entreprises, et les individus, les consommateurs. Comment pourriez-vous caractériser cette intensification des crises cyber on peut parler d'intensification, mais même d'impact généralisé, et à cette échelle des petites et moyennes entreprises, des individus, des premiers opérateurs. Je pense que la première chose, c'est qu'on ne rentre pas à pas dans une société de la défiance. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde connaît une grand-mère qui s'est fait avoir sur son compte en banque, ou bien l'hôpital de son département qui s'est fait hacker, ou sa mairie. Il y a de plus en plus de médiatisation autour des attaques cyber, des arnaques, des fraudes, des usurpations d'identité. Donc je pense qu'aujourd'hui, petit à petit, les gens sont méfiants. Et j'observe chez mes étudiants à Sciences Po une vraie méfiance. Quand ils voient une vidéo, ils disent tout de suite, bon, ça se trouve, c'est un deepfake. Même une vidéo qui en fait est vraie. Donc je sens qu'il y a vraiment la mise en place de réflexes en fait qui apparaissent et qui sont beaucoup plus forts dans les jeunes générations qu'on pouvait le voir il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et ça, je pense que ça vient vraiment d'une part de la médiatisation, d'autre part de l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes passent par une éducation au numérique et au risque numérique, ce que des générations des plus de 40 ans, 50 ans n'ont pas eu. Donc je crois vraiment à la question de la sensibilisation, à l'éducation. Ça, je pense que c'est fondamental. Ensuite, je pense que côté PME, TPE, petites structures, heureusement, il y a aussi la création par exemple, du cybercampus
et puis du cybercampus en région, et puis l'arrivée du rôle de l'Annecy, pas uniquement au national et pour les plus grands, mais vraiment également de l'Annecy en région. Donc je crois vraiment qu'on commence à avoir un maillage territorial et une prise en compte dans les préfectures, dans les universités, dans les rectorats, dans les régions, donc vraiment plus au plus proche du terrain. Et je crois vraiment que ce passage par le local, par le territorial, change la façon dont les gens aussi sont capables de réagir lors d'une crise. Enfin, je dirais qu'il y a 10 ans, il y avait vraiment une peur de partager sur les attaques. On se disait « oh là là, je vais passer pour un abruti, je me suis fait avoir ». Maintenant, non, on commence à partager sur l'attaque, prévenir ses pairs pour dire « attention, ne vous faites pas attaquer aussi ». Et donc ce partage d'informations nous rend aussi plus forts. Pour poursuivre cet échelon, donc je comprends une mobilisation générale finalement que tout le monde appelle de ses voeux et que vous illustrez parfaitement en rappelant la création du campus cyber, le rôle prépondérant de l'Annecy comme structure normative qui va produire des normes dans les comportements, dans l'hygiène numérique, mais aussi des normes dans les relations, dans le traitement de l'organisation du cyber globalement pour l'économique, pour la défense et pour tous les domaines. Mais revenons toujours à ce... J'emprunte cette expression politique, réarmement finalement de la population par le biais cyber. À mon sens, les individus resteront toujours très vulnérables, même s'il y a une éducation numérique qui est accrue. Notamment, et c'est là que je sollicite la casquette de sociologue, ce sont les différents biais cognitifs. Et vous l'avez évoqué, par une réaction de méfiance, une société de méfiance, c'est intéressant. Est-ce que ça découle pas d'un biais cognitif et qui rendrait inopérants tous les plans de sauvegarde, de mesures de protection de l'individu ou des structures? Est-ce que ces biais cognitifs sont pas le maillon faible, finalement? L'immatériel n'est-il pas le maillon faible du cyber? Alors je pense que les biais, il y en a partout et sur tous les sujets. On a tous nos biais individuels, nos biais organisationnels, nos biais culturels. Donc loin de moi l'idée de les rejeter. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a aussi on a travaillé sur les schémas qui permettent de convaincre quelqu'un de mieux agir pour sa prévention. Par exemple, le nudge, on sait nudger quelqu'un à mieux se protéger, à mieux s'alimenter, à faire plus de sport. Donc il y a eu beaucoup d'études sur les neurosciences et les biais cognitifs pour justement trouver des moyens de les dépasser. Et quand je commençais en parlant du recours à l'imaginaire ou à la science-fiction, aujourd'hui on voit des mangas qui sensibilisent les plus jeunes aux cyberattaques. On voit quand même des séries comme The Undeclared War, qui est extrêmement bien faite, et je trouve, pour montrer très concrètement comment s'incarne le cyber. Donc je pense qu'aujourd'hui, les biais, il y en aura toujours, mais qu'on apprend aux gens à être plus conscients de leurs biais individuels, et on utilise de plus en plus de techniques innovantes pour faire pivoter les gens. C'est aussi faire des quiz, faire des campagnes de phishing dans les entreprises pour dire « Ah, tu t'es encore fait avoir, tu as cliqué au mauvais endroit ». C'est quand même plein d'initiatives, même ludiques. Il y a une série qui se prépare, Bienvenue en Sibérie, écrit C-Y-B-E-R-I-E. Voilà, donc je crois vraiment que par ce biais-là, par le biais de l'imaginaire, par le biais de la série, des jeux vidéo, petit à petit, on arrive quand même à sensibiliser les cœurs et les esprits. Et justement, je voudrais revenir aussi sur un sujet que vous avez évoqué et comme étant cher à vos yeux, c'est le sujet des PME et TPE. Et vous pensez que justement avec tous ces éléments, donc la sensibilisation ou aussi les instances normatives, comme on parlait juste avant, ça va... Enfin, est-ce que vous sentez également dans vos prospectives que ça va justement s'améliorer la protection des TPE, PME? Est-ce que vous sentez qu'il y a un mouvement un petit peu... Je pense que maintenant, il y a des solutions cyber qui sont assez simples et moins coûteuses qu'avant. Et que, oui, une TPE ou une PME peut investir dans cela. Évidemment, elles ne pourront pas tous avoir un bon ciseau à domicile, mais aujourd'hui, ce que j'observe dans les TPE-PME, c'est qu'elles ont parfois des ciseaux externalisés qui servent plusieurs TPE, plusieurs PME, mais qui sont extrêmement au courant des menaces du secteur. Donc je dirais que, les outils, l'automatisation, ça les aide. Tout ce qui est finalement les outils numériques, c'est formidable. 2, le fait que même si elles n'ont pas de ciseaux parce qu'elles sont trop petites, elles puissent avoir un ciseau externalisé, c'est formidable aussi. Et 3, en fait, souvent elles travaillent avec des grands groupes qui, là aussi, ont un rôle d'audit, de pentest, etc., pour les aider à monter en compétences. Je crois beaucoup à l'effet d'écosystème pour les aider à monter en compétences.
Eh bien, pour rebondir et élargir un peu sur les compétences, la montée en compétences que vous appelez de vos voeux, on est face à une transformation de la société par le cyber, mais notamment et surtout par les futurs métiers du cyber. Est-ce que vous pourriez nous faire une typologie de ce que vous envisagez être les prochains métiers du cyber? Alors je pense qu'il y a peut-être un premier métier qui sera l'effaceur de données, parce que je pense qu'aujourd'hui, plus on stocke de la donnée, plus on crée malheureusement une empreinte sur l'environnement qui est néfaste, mais également plus on stocke de la donnée, plus on peut se la faire piquer, pirater, empoisonner. Donc je crois beaucoup à peut-être l'évolution vers du low data et le fait qu'on supprime plus de données, on en stocke moins. Donc j'imagine vraiment bien des gestionnaires d'effaçage de données. Je crois beaucoup à l'éthique dans le numérique, à l'éthique du cyber, l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc je verrais bien des chiefs éthicistes, des chefs de l'éthique. Je crois également qu'il est extrêmement important de pouvoir expliquer, de faire de la pédagogie, et peut-être qu'il faudra des médiateurs en cas de crise cyber. Donc pourquoi pas imaginer ça. Ensuite, je pense que forcément, il y aura beaucoup d'IA dans le cyber et dans la cybersécurité. Donc peut-être des gens qui écrivent des prompts très innovants pour piéger des attaquants, leur faire des honeypots dans des endroits inattendus, détecter d'une façon automatique des patterns encore cachés. Voilà. Donc je crois vraiment que des gens qui écrivent des prompts très innovants, ce sera important. Je me dis qu'il y aura sûrement, comme on a des commissaires aux comptes, des auditeurs des algorithmes et des gens qui seront là pour veiller à ce que l'algorithme peut-être d'IA qui protège l'entreprise, fait vraiment ce qu'il dit vraiment ce qu'il fait. Donc je peux vraiment imaginer qu'il y ait des certificateurs, des auditeurs. Je pense qu'en fait, on a eu beaucoup des audits financiers, puis maintenant on a les audits extra-financiers pour tout ce qui est impact climatique, environnement, biodiversité. Et bien pourquoi pas rajouter encore une couche d'audit plus algorithmique, plus cyber. On voit que ça commence pas à pas, et par exemple pour certaines façons d'évaluer les entreprises, comme le DJSI ou autre, incluent des aspects de cybersécurité, de data privacy. Mais je crois qu'on évaluera bien plus demain les entreprises à l'aune de la sécurité numérique qu'elles offrent à leurs actionnaires, à leurs employés, à leurs clients. Donc en ça, je pense que ça va vraiment continuer. Et je crois beaucoup aussi au mélange de générations. C'est-à-dire, je pense que les très jeunes générations doivent se mélanger aux plus anciennes pour inventer des métiers auxquels je ne pense même pas aujourd'hui, mais qui vont apparaître au croisement peut-être de différentes disciplines. Donc le croisement du droit, de l'éthique, de la philosophie, avec des disciplines plus mathématiques, cryptographiques. Je crois beaucoup à l'hybridation, je crois au transgénérationnel, je crois à l'hybridation pour inventer des solutions innovantes auxquelles on ne pense pas forcément aujourd'hui. Je crois vraiment qu'il y aura beaucoup de métiers dans le cyber et beaucoup de métiers dans l'IA et qu'en fait, on a aujourd'hui un boulevard pour les concevoir, les imaginer. J'espère qu'aussi ce sera des métiers qui attireront tout le monde, parce qu'aujourd'hui, je regrette que quand j'interviens dans des formations cyber, ce soit quand même des salles extrêmement masculines. Donc j'espère que demain, ce sera des salles beaucoup plus diversifiées dans les origines, les parcours, le genre. Je crois qu'on a besoin de toute la diversité des talents dans le cyber. Sur très beaux propos, et nous nous joignons à ce vœu. Beaucoup pensent que l'IA, dont le périmètre est mal défini, sera au contraire destructeur de métiers. Que pourriez-vous répondre à cette affirmation ? Je pense que l'intelligence artificielle change les profils de métiers et ce qu'on fait dans son métier. Donc on n'a peut-être pas besoin des mêmes métiers qu'aujourd'hui, demain. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de métiers ou moins de travail. Ça veut dire que le travail change en sa nature. En fait, à chaque révolution, quand vous avez la fin de l'agriculture, mais vous avez la naissance de l'industrie, vous avez la fin de l'industrie, vous avez la naissance des services. Donc au fur et à mesure, on observe des déplacements, mais ce n'est pas que l'homme devient oisif et n'a plus de travail. L'homme travaille, mais autrement. Donc pour moi, il y a vraiment toute une réflexion à avoir sur l'avenir du travail, le sens du travail, en lien avec, à chaque fois, les innovations, qu'elles soient technologiques, juridiques, démographiques, économiques. Donc ce chemin continue d'être fait. Là où vous avez raison, c'est qu'il y a une vraie inquiétude sociale sur ce sujet. Si on regarde les rapports du World Economic Forum ou le AXA Risk Report, AXA publie le AXA Future Risk Report chaque année, et là, de mémoire, c'est passé, je crois, de 14e à 4e rang
les risques liés à l'IA, au cyber. Donc on voit qu'il y a une vraie peur. Cette peur, c'est une peur de cyberattaque, de vol de données, mais c'est aussi une peur sur l'avenir du droit de propriété, l'avenir du travail. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une inquiétude qu'on sent dans les médias, qu'on sent aussi dans la fiction et dans les imaginaires. Donc, loin de moi l'idée de dire qu'elle est complètement inintéressante. Je pense qu'elle est extrêmement intéressante. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui est inquiétant, qu'est-ce qui ne l'est pas, et dans ce qui est inquiétant, quels sont les garde-fous ou le contrat de confiance que l'on peut tous signer pour permettre une adoption d'une nouvelle technologie qui soit juste, équitable, raisonnable, durable. Mais je pense que c'est le cas dans toute innovation. Ça questionne s'il y a des perdants et des gagnants, quelles sont les règles du jeu. Et une fois qu'on clarifie ça, ça permet d'avancer en confiance. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur c'est quoi une IA de confiance, c'est quoi avoir confiance dans la cybersécurité d'une entreprise, sachant que c'est très difficile de travailler sur la confiance. C'est immatériel, c'est très difficile de le mesurer. Parfois, c'est lié à des phénomènes qui sont difficilement interprétables. Mais clairement, un des enjeux clés pour l'évolution du cyber et de l'IA, ça va être la question de la confiance. J'ajouterais 3 points. La géopolitique, qui aura le pouvoir de quoi? Qui va avoir peut-être un avantage concurrentiel sur l'IA ou sur des armes cyber? Donc la géopolitique me semble intéressante. Du coup, deuxième point, une diplomatie du cyber et une diplomatie de l'intelligence artificielle pour ne pas tomber directement dans la cyberguerre. Je pense que ça va devenir intéressant. Et puis la question des normes européennes, normes internationales, que ce soit des normes techniques ou des normes juridiques. Et la question, c'est peut-on avoir des normes internationales? Déjà, c'est parfois difficile de se mettre d'accord entre Européens, comme on a pu le voir sur l'IA Act ou d'autres textes comme NIS 2. Donc, mais pour moi, ça reste une vraie question de savoir si on se met d'accord sur des règles communes. Et justement, on voit qu'il commence à y avoir des normes, etc., des règles européennes, vous l'avez bien cité. Et au contraire, sur le côté de justement de la diplomatie, de la cyber, etc., est-ce qu'on voit déjà des mouvements sur ce côté-là? Alors, il y a eu 2 groupes de travail différents qui ont été mis en place au niveau de l'ONU. Au niveau européen, il y a des projets également sur la diplomatie du cyber, où l'Europe essaye d'exporter ses modèles vers l'Afrique ou d'autres. Et puis au niveau français, quand même, le président Macron a lancé cet appel de Paris sur la paix dans le cyberespace, qui a été signé par de nombreux États et entreprises. Je pense que c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a les balbutiements d'une diplomatie du cyber au niveau international, au niveau européen et au niveau de la France. Je pense aussi qu'il y a tout un travail à faire sur cette diplomatie, qui représente qui. La question aussi de savoir si certains grands acteurs, comme les GAFAM ou autres, ont des diplomates, et pas que les États ont des diplomates. Ça a été un débat quand on a vu certains pays nommer des ambassadeurs auprès des plateformes. Donc je pense qu'il y a des nouvelles règles diplomatiques à mettre en place, parce que ce soit le cyber ou l'IA, on est sur des sujets publics-privés, où l'État seul ne peut pas tout décider, parce qu'il dépend d'opérateurs, il dépend de providers de satellites, de câbles, voilà. Donc je trouve fascinant les travaux en cours sur la régulation des espaces communs comme le cyber, comme l'espace. Et je pense qu'on a des nouvelles formes de diplomatie et des nouveaux rôles de diplomates à inventer. Je pense à ça. Justement, on a parlé du campus cyber juste avant. Est-ce que c'est pas justement ce genre d'acteur qui peut jouer un rôle de diplomate pour représenter, par exemple, la France au niveau européen, voire plus si possible, lorsqu'on voit que ils travaillent déjà avec les Pays-Bas ou avec l'Allemagne sur certains sujets? Alors ils ont un vrai rôle d'animateur d'écosystème. Je ne pense pas aujourd'hui qu'ils pourraient être diplomates et parler au nom de la France. Ils ne sont pas élus, ils ne sont pas dans une légitimité démocratique, donc je dirais pas ça. Par contre, je pense qu'ils animent des écosystèmes, ils font en sorte que certaines personnes qui ne se parlaient pas forcément avant se parlent. Ils œuvrent beaucoup au partage de compétences et de connaissances, au partage de bonnes pratiques. Ils œuvrent également à la mise en place de communs qui sont partageables. Donc ils ont un rôle dans ce sens-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, la diplomatie demande de pouvoir parler au nom d'un État et au nom d'une légitimité d'un gouvernement, ce qui ne reste pas le cas, en tout cas, pour le campus. Si vous permettez un peu de provocation, je rebondis sur l'expression cyberdiplomatie qui
qui est un concept particulièrement intéressant. Mais, revenons aussi sur l'analyse géopolitique. À l'heure actuelle, avec la montée des tensions commerciales à ce stade entre les États-Unis et la Chine, les économistes parlent de découplage de l'économie mondiale. Ce découplage, qui semble se profiler avec certitude, n'entraînera-t-il pas la fin du cyber ? Sachant que le cyber a besoin d'un réseau global, avec la fin de la globalisation, la mondialisation, en l'appréciation américaine, avec la fin de cette globalisation, n'y aura-t-il pas une fin du cyber ? Alors, il y a des scénarios qui parlent de fragmentation ou de segmentation du cyberespace, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas un cyberespace, mais plusieurs, qui auraient chacun leurs règles, leurs régulations. De la même façon, certains disent que peut-être demain, on n'aura pas une IA, mais différentes IA, selon où est-ce qu'on opérera. Donc en fait, ce n'est pas la fin du cyber ou ce n'est pas la fin de l'IA, c'est juste qu'il y a différentes sphères qui jouent avec des règles différentes. De la même façon que vous pouvez avoir différents championnats de foot ou de rugby qui n'appliquent pas les mêmes règles. Voilà. Donc ça, c'est un scénario qui est extrêmement crédible aujourd'hui, d'une fragmentation du numérique. Et quelles conséquences pourrions-nous voir, nous, au quotidien, avec cette fragmentation ? Comment est-ce que ça se traduirait sur l'économie qui reposera de plus en plus sur le numérique ? Par exemple, ça veut dire que dans des entreprises, vous n'aurez pas une architecture commune, globale, pour tout votre système d'information, mais vous allez segmenter et par exemple avoir un système d'information qui opère en Chine ou en Russie, qui est segmenté de systèmes d'information qui opèrent en France, en Allemagne ou aux États-Unis. Donc ça existe déjà. Vous avez des choix dans le stockage de données, vous pouvez faire des choix dans votre architecture informatique, et ces choix peuvent inclure des fragmentations, des segmentations. Deuxième chose, vous pouvez aussi avoir des choix de réversibilité, c'est-à-dire que vous pouvez avoir décidé de mettre vos données sur un cloud qui est chez un provider donné, qui a une nationalité donnée, un lieu de stockage des données, et vous pouvez avoir des clauses de réversibilité et des clauses de transfert des données pour, à un moment, s'il y a des conflits, des choses qui changent dans l'environnement géopolitique, pouvoir faire marche arrière et basculer des données d'un lieu à un autre. Donc ça, c'est une deuxième stratégie. La première stratégie, donc la fragmentation. La deuxième stratégie, la réversibilité. Et la troisième stratégie, la résilience, c'est-à-dire se dire je me prépare à un choc et je suis capable de rebondir. Ces stratégies, c'est ce qui permet l'autonomie stratégique des entreprises aujourd'hui. Pour être autonome stratégiquement, il faut avoir anticipé, il faut avoir pensé, soit en amont carrément en fragmentant, soit en pensant la réversibilité ou la résilience du système. Alors les entreprises le font, et puis également elles le font parce que les régulations, les régulateurs leur posent ce genre de questions pour être sûrs qu'elles puissent opérer en confiance et d'une façon stable et durable, quelles que soient les catastrophes géopolitiques qui nous tombent dessus. Ça permet certainement d'ouvrir sur le cloud souverain, toujours dans la continuité donc de ces conflits géopolitiques. Et vous l'avez décrit avec ces trois scénarios possibles, segmentation, fragmentation, résilience finalement des SI. On voit l'émergence des clouds souverains qui vont être très compétitifs et qui pourraient finalement mettre à mal le rôle prépondérant et innovateur des GAFA, par exemple, sur la toile globale. Est-ce que là aussi, on ne serait pas à une limite de cette ère cyber, de cette ère du numérique, avec l'émergence des clouds souverains, qui doivent répondre à ces trois critères que vous avez déclinés, mais qui pourraient être aussi potentiellement sonner finalement la fin de partie. Qu'en pensez-vous ? Alors je pense que sur le cloud souverain, il y a différentes positions. Tout le monde n'est pas... il y avait une position française, une position allemande, enfin il y a vraiment un vrai débat. Cloud souverain aujourd'hui ne veut pas dire cloud français par exemple. Protectionniste. Ou protectionniste. C'est plutôt des règles du jeu que doivent suivre les acteurs. Et en ça, on voit qu'il y a un vrai pivot des acteurs type Amazon, Google, Microsoft, pour intégrer dans leurs outils certaines règles de confiance, certains objets de régulation. Donc pour moi, aujourd'hui, on est encore au cœur de ces débats. D'ailleurs, il y a un vrai débat sur le coût de la réversibilité, le coût des transferts de données. Donc je pense que c'est un sujet à suivre de près
parce que ça se joue en ce moment. Si vous pouvez poursuivre sur cette thématique, quels sont les enjeux que vous identifiez ? Il y a beaucoup de débats actuellement parce que même derrière des noms de start-up d'IA taguées comme étant IA française, finalement, elles tournent sur des capacités de calcul qui ne sont pas européennes, voilà, qui sont plutôt... Donc, si vous regardez dans la presse, en fait, c'est très compliqué de dire qu'est-ce qui est vraiment souverain, qu'est-ce qui est vraiment français ou européen. Et si vous grattez un peu, vous vous rendez compte que c'est pas si simple les découpages. Voilà. Deuxième chose, il y a un vrai pouvoir des lobbies sur ce sujet. Donc, aussi bien les groupes comme Thales, Atos, Microsoft, enfin voilà, ou Digital Europe, on voit qu'il y a vraiment une grande agitation des lobbies. Et puis aussi, il y aura le rôle que vont jouer les élections, que ce soit les élections européennes qui arrivent ou après les prochaines élections en France, selon les majorités. On voit que les positionnements sur le numérique, sur la souveraineté, sur l'autonomie stratégique ne sont pas les mêmes. Donc aujourd'hui, on est dans une grande vague d'incertitude sur qu'est-ce qui va passer ou pas à Bruxelles, qu'est-ce qui va ou pas être adopté dans les pays, et qu'est-ce que pourront donner les prochaines majorités politiques sur les choix liés au numérique. Et à cela s'ajoute que souvent, les parlementaires n'ont pas forcément des profils très techniques, très ingénieurs cyber ou IA. C'est souvent plutôt des juristes, des médecins. Voilà. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une classe politique qui est en train de décider sur des sujets pour lesquels, vu son âge, elle n'a pas forcément eu toutes les formations nécessaires. Ce qui les rend parfois encore plus fragiles à certains lobbies ou à certains discours. Donc il y a une vraie... question sur aussi l'éducation de la classe politique pour qu'elle puisse voter démocratiquement en conscience au Parlement européen, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Je pense qu'il y a un vrai enjeu du politique dans le numérique. Il y a finalement un certain cercle d'experts, mais ce cercle a besoin d'être élargi pour que le débat démocratique puisse avoir lieu tout simplement. Il y a presque un paradoxe. On pourrait penser que le cyber fait consensus. Mais vous, au contraire, vous décrivez une situation très éparpillée. On n'arrive pas en ordre serré, avec une ligne de manœuvre claire à Bruxelles, par exemple. Les États européens, si on reste dans ce contexte européen, semble-t-il, n'arrivent pas à lancer une musique commune. Chacun a des intérêts à défendre. Oui. Donc chaque gouvernement et chaque pays défend certains acteurs. Donc en fait, il y a vraiment une sociologie des acteurs à construire et à comprendre finalement qui pousse quel pion dans ce jeu d'échecs. Et puis peut-être l'échec, c'est pas la bonne métaphore, peut-être c'est plutôt du billard avec des jeux de 3 bandes. Voilà. Ce qui me fait dire aussi qu'on n'a pas la même vision des risques. Si on regarde en ce moment tous les débats qu'il y a sur l'IA et les risques de l'IA, l'approche européenne continentale, c'est de dire qu'on prend les risques opérationnels, les risques émergents jusqu'aux risques existentiels, mais qu'on a vraiment cette approche risk-based du moins risqué au plus risqué. Alors que quand vous regardez ce qui s'est passé lors du sommet au Royaume-Uni, il y a certains acteurs, on va dire plutôt anglo-saxons, qui vont se concentrer uniquement sur le risque existentiel en disant le reste, laissons les entreprises s'autoréguler. Et même au niveau des entreprises, on pouvait penser que classiquement, elles allaient toutes dire « laissez-nous nous autoréguler, on sait ce qu'on fait sur le cyber ou sur l'IA ». Et en fait, non. Elles ont aussi besoin d'une stabilité réglementaire. Et donc parfois, d'une façon surprenante, elles demandent aussi un cadre réglementaire. À cela s'ajoute le rôle d'arènes comme l'OCDE ou d'autres qui n'ont pas forcément un rôle au sens hard law, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas elles-mêmes légiférer d'une façon legally binding, mais elles ont aussi cette approche de débat, de soft law. Donc il y a aussi la question de où sont les arènes aujourd'hui d'échange et comment on connecte ces arènes d'échange d'experts jusqu'à la décision démocratique. Et en plus de tout ça, avec les deepfakes, la désinformation, on peut facilement manipuler des populations à croire que quelque chose est sûr ou quelque chose ne l'est pas. Donc oui, ça va plutôt être la métaphore du billard que du jeu d'échecs. Vous parlez également, donc, dans vos autres présentations ou publications, de cyberpandémie. Et justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que vous voulez dire par là et puis comment ça peut se produire, etc. Alors, ce que je voulais dire par cyberpandémie, c'est quand le risque cyber devient systémique. Quand il devient tellement fort et tellement impactant pour toute une société, pour tout un système économique, qu'il atteint fondamentalement son fonctionnement.
Et en fait, c'est ce qu'on appelle des risques de nature très large, catastrophiques, et qui sont très très difficilement assurables, et qui demandent du coup des discussions publiques-privées pour dire comment on se remet économiquement d'une telle catastrophe. De même que quand on a eu le Covid, on a dû inventer des choses nouvelles, aussi bien au niveau bruxellois qu'à Paris, pour permettre à notre société d'être résiliente, de continuer d'opérer et de survivre. Eh bien, peut-être qu'en cas de cyberattaque massive, qui planterait toute une partie, je ne sais pas moi, de la capacité électrique d'une région en France ou autre, eh bien, on aurait aussi besoin de plans très spécifiques, très innovants. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a une pratique des cyberattaques et des cybermenaces qui sont limitées, ciblées, gérables dans le temps. Je pense que peut-être que dans 50 ans, 100 ans, on aura connu des attaques cyber qui seront beaucoup plus larges, qui mettront à mal le fonctionnement de la société, alors même que notre société dépend vraiment du numérique pour payer, pour apprendre, pour se soigner avec la téléconsultation. Donc en fait, plus on numérise, plus on élargit la surface d'attaque, plus on se rend vulnérable. Donc pour moi, une vraie question sur cette nature systémique de l'évolution des risques cyber. De la même façon, je pense que la question de la cyberguerre est un vrai sujet. Et quelles sont les règles de la cyberguerre, s'il y en a? On a des règles sur le nucléaire, on a des règles, voilà. Est-ce qu'on va avoir des règles de non-prolifération dans le cyberespace? Est-ce qu'on peut raisonner par analogie et se dire que finalement les règles de la guerre telles qu'on les a dans la guerre au sens classique s'appliqueront dans le cyberespace? Ou bien est-ce qu'il faut des règles différentes à inventer, à innover? Voilà, donc il y a des champs comme ça. On voit bien que ça pourrait arriver, mais on ne sait pas encore comment le caractériser et comment faire évoluer les règles ou les principes fondamentaux. C'est ça qui est le plus questionnant pour le prospectiviste qui travaille sur le cyber, c'est de se dire, est-ce que finalement on peut toujours raisonner par analogie? Est-ce qu'on a appris sur d'autres risques peut être appliqué au risque cyber? Ou bien est-ce qu'il y a une spécificité dans la nature du risque cyber, ce qui fait qu'on a du mal à transposer les schémas? Une des spécificités les plus souvent évoquées, c'est le fait qu'on ne puisse pas attribuer une attaque facilement. Voilà, donc est-ce que ça, par exemple, c'est une spécificité qui ferait que c'est difficile d'appliquer classiquement le droit de la guerre? Voilà. Donc je pense que le plus intéressant, c'est la limite de cette analogie, parce que c'est ce qui nous pousse à devoir inventer du nouveau. Et c'est là-dessus, je pense, que les recherches sont les plus passionnantes à venir. Et justement, est-ce qu'on peut faire beaucoup d'analogies ou au contraire, il y a beaucoup à inventer? Je pense qu'on atteint la limite de certaines analogies. Et donc c'est la question pour moi de comment est-ce qu'on fait quand on ne sait pas avec quelle analogie fonctionner. Par exemple, sur l'intelligence artificielle, certains disent c'est un outil, d'autres disent c'est une plateforme, d'autres disent c'est comme un logiciel, d'autres disent... Donc on sent qu'ils essaient de raisonner par analogie pour savoir comment l'attraper. En fait, c'est un concept qui est très large, dans lequel on mélange beaucoup de choses. Donc est-ce qu'on peut le subdiviser en sujets plus petits? Est-ce que ces sujets plus petits correspondent à des analogies qu'on pourrait faire? Donc c'est toujours la tentative du cerveau humain de voir est-ce que ces analogies fonctionnent, et puis quand elles ne fonctionnent pas, d'inventer des nouvelles règles. Et à chaque rupture technologique, par exemple, pour moi une rupture majeure, c'était arrivé de l'arme nucléaire, on a aussi inventé des nouvelles règles, on a inventé la dissuasion. Donc j'ai confiance que les humains savent réinventer des règles au fur et à mesure, mais je pense que là, on va être dans une ère où on va devoir réinventer des règles. Finalement, si les règles n'émergent pas, c'est qu'on a tellement anticipé. Je livre une réflexion à vous écouter. Aurions-nous pas trop anticipé les différentes crises cyber et finalement, avec le peu de dommages de victimes peut-être des effets cyber dans un affrontement militaire, n'avons-nous du coup pas encore tout découvert, tout ce périmètre? Peut-être l'anticipons-nous trop et peut-être aussi exagérons-nous la menace cyber. Alors c'est vrai que par exemple quand il y a eu le tout début de l'invasion de l'Ukraine par les Russes, on a eu vraiment une grande peur d'une guerre cyber très forte qui n'a pas finalement eu lieu comme on aurait pu le penser. Donc il arrive dans l'histoire, c'est comme pour le bug de l'an 2000, qu'on se dit ça va être une catastrophe et ça ne l'est pas. Ça n'empêche pas de continuer de faire attention, de continuer à faire une veille prospective active, de continuer d'analyser la menace. Donc pour moi, ce n'est pas parce que quelque chose ne se réalise pas qu'on doit arrêter d'être sur ses gardes. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu la grippe aviaire qu'il fallait arrêter de stocker des masques ou de se poser la question des vaccins. On l'a bien vu quand est arrivé le Covid. Donc il ne faut pas crier au loup, mais il ne faut pas non plus déshabituer les gens de la menace. Donc il y a un équilibre subtil à trouver, ce qui n'est pas toujours évident parce que quand on fait de la prospective sur le cyber, on pourrait créer une société anxiogène,
une société de la défiance. On pourrait créer des gens qui ont peur, qui sont en dépression ou qui deviennent cyniques. Donc comment continuer de réenchanter nos imaginaires tout en étant lucide sur l'état de la menace et des risques? C'est un équilibre à inventer pas à pas pour chacun. Vous commencez à nous décliner des comportements, une posture intellectuelle, ne pas être dans la méfiance, se réenchanter, envisager les nouveaux métiers de façon sereine, envisager avec beaucoup d'imagination toutes les possibilités. Ça, on revient encore à l'individu qui sera finalement le tenant de tous les enjeux que vous liez justement par une société du réenchantement, peut-être par le cyber. Du coup, plutôt que des gestes barrières, oui, quels sont les codes de bonne conduite qu'on doit immédiatement adopter comme individu pour pouvoir se réenchanter. Les individus, les enfants, l'éducation, la formation des seniors. Alors moi je dirais faire attention à quoi on donne notre attention et donc multiplier les sources d'information, c'est un peu la base pour ne pas être trop désinformé, je dirais. Après évidemment il y a l'hygiène de base pour son propre ordinateur, avoir une sauvegarde séparée de son ordinateur, avoir des mots de passe assez longs qu'on change régulièrement, pas utiliser toujours le même mot de passe pour tout. Ne jamais répondre au téléphone quand on vous dit que c'est votre banque ou que c'est la sécurité sociale, raccrocher et vous-même appeler le service concerné. Voilà, donc je pense qu'il y a plein de gestes de bonnes pratiques à mettre en place. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de guides de bonnes pratiques extrêmement bien faits. Même l'ENISA, au niveau européen, a publié des tas de choses. Il y a des semaines et des mois de la cybersécurité pour, en entreprise, sensibiliser les gens. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment énormément de choses qui existent. Et puis vraiment, merci à tous ceux qui inventent des séries télé et autres, parce que je pense que c'est le média qui va toucher le plus nos sociétés. Très important de se dire qu'on n'est pas tous égaux. Effectivement, les personnes les plus âgées sont parfois plus vulnérables. Voilà, on n'est pas tous égaux dans le cyberespace, de même qu'on n'est pas tous égaux dans la vraie vie. Donc je pense que aussi l'importance de l'entraide et prendre soin des uns des autres, de même qu'on prend soin de quelqu'un quand il est malade. Soyons là pour quelqu'un qui vit une difficulté suite au piratage de ses emails ou de son entreprise. Je pense beaucoup que l'entraide peut nous aider. Et puis aussi, apprenons à réparer et à remonter sur nos pieds. Donc quand une entreprise a été hackée et qu'elle est à plat, eh bien, c'est très important de se dire en combien de jours je suis capable de réopérer, en combien de jours je suis capable de servir mes clients, en combien de jours je suis capable de payer mes employés si mon système de paye tombe. Et donc la question du temps de récupération, voilà, c'est très important parce que parfois on ne sait pas quand un système tombe combien de temps il faudrait pour tout remettre en place. Donc s'entraîner à ça, donc stress-tester son organisation et s'entraîner à ça, ça me semble vraiment fondamental. Il y a quelques rétextes de la pandémie, il me semble aussi, dans vos propos. Être capable de fermer les tuyaux et voir combien de temps on peut tenir en apnée. C'est très intéressant. Merci beaucoup. On aimerait peut-être maintenant vous poser des questions sur le parcours du cyberman, le jeune étudiant. Quelles connaissances fondamentales recommanderiez-vous à ce jeune étudiant cyber qui démarre dans la vie du cyber? Alors, d'une part, de faire beaucoup de stages et de stages dans des endroits différents. Donc de la petite entreprise à la grande entreprise, dans une région, une ville, à l'ANSSI, au SGDSN, enfin vraiment multiplier les expériences de stage et d'apprentissage, parce que c'est là que vous allez voir où est-ce que vous avez le plus cultivé votre talent. Et je crois vraiment que les jeunes réussissent là où les besoins du monde rencontrent leur talent. Et les besoins du monde, j'entends par là pas que les besoins du monde d'aujourd'hui, mais les besoins du monde de demain. Donc cultivez vos talents, quels qu'ils soient, vos talents juridiques, numériques, de communication, de pédagogie, de code, de veilleur. Donc cultivez vos talents et allez voir où est-ce que ces talents rentrent en résonance. Et pour ça, multipliez les stages, multipliez les apprentissages. Ne vous laissez pas avoir en ayant une fausse idée de certains métiers. Certains diraient « Ah non, mais l'audit, c'est pas pour moi ». Mais allez voir ce que c'est vraiment de faire un audit. Ou bien, je sais pas, moi, non, mais tout ce qui est le droit, ça m'intéresse pas. Mais allez voir vraiment ce que c'est que quelqu'un qui gère des litiges cyber et un avocat qui est spécialisé, par exemple, sur les données personnelles ou autres. Après, je pense que les jeunes aujourd'hui, ils ont aussi besoin de voyager, parce qu'en fait, la façon dont on voit le monde et le cyber en France, c'est pas du tout pareil qu'à l'étranger. Donc je vous invite vraiment à avoir une expérience ailleurs que chez vous.
n'importe quel pays, mais vraiment bougez, allez voir ailleurs, parce que ça vous donnera aussi un pas de côté et un regard oblique sur les propres pratiques de votre pays et sur la propre façon dans laquelle, en France, on parle de ces sujets. Donc ça, c'est la deuxième chose, partez. Et enfin, la troisième chose, soyez courageux, sortez de vos zones de confort. Et ça, le courage, c'est le courage d'aller parler vers l'autre, le courage de discuter avec quelqu'un dont on ne partage pas du tout les mêmes opinions. Le courage, c'est aussi accepter de faire l'expérience de quelque chose, même si ça nous fait peur. Voilà, donc soyez courageux dans vos choix. Eh bien, merci pour tous ces conseils. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront ravies de les entendre et puis de les appliquer. Je pense nous aussi. Est-ce que vous auriez encore un sujet sur lequel vous auriez envie de nous parler ? Alors, je dirais que par rapport à réenchanter nos imaginaires d'avenir, je conseille de lire des romans. Je sais que la lecture, c'est un geste qu'on voit de moins en moins dans les plus jeunes générations, mais lire un roman, c'est aussi une façon de se voyager, de se décentrer. Et pour ceux qui n'auraient pas les moyens de partir à l'étranger, lire un roman écrit par un jeune Irakien ou par un jeune Nigérien, ça vous permet aussi de vous décentrer d'une autre façon. Donc j'encourage vraiment les gens à mettre de l'imaginaire au pouvoir. Et leur imaginaire, ça passe par exemple, le roman. Deuxième chose aussi, c'est aller lire des rapports qui sont des rapports de prospective sur le cyber. Donc vous pouvez aller lire le World Economic Forum sur l'évolution du cyber ou tout autre rapport de prospective que vous trouverez intéressant. Ça vous montrera quels sont les scénarios existants, les tendances, voilà, et ça vous montrera aussi ce que ça donne de faire un travail de prospective concrètement. Et enfin, pour ceux que l'anticipation et la prospective intéressent vraiment, il y a des manuels d'anticipation écrits par exemple, Michel Godet ou d'autres. Donc, allez lire un vrai manuel de prospective pour voir comment est-ce qu'on applique ces techniques-là. Ça permet aussi d'apprendre des choses nouvelles. Donc, continuons d'être curieux et mettez quelques petits romans, manuels de prospective ou rapports de prospective dans votre sac pour les trajets de métro. Écoutez, je trouve que c'est une super phrase pour terminer cet entretien. C'était un plaisir. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est parfait. À nous la vie, je voudrais rajouter, permettez. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.